Les Trois Mousquetaires, partie 5. Suite du chapitre 9. Monsieur de Tréville n'était point à son hôtel. Sa compagnie était de garde au Louvre. Il était au Louvre avec sa compagnie. Il fallait arriver jusqu'à monsieur de Tréville. Il était important qu'il fût prévenu de ce qui se passait. D'Artagnan résolut d'essayer d'entrer au Louvre. Son costume de garde dans la compagnie de monsieur des Essarts lui devait être un passeport. Il descendit donc la rue des Petits-Augustins et remonta le quai pour prendre le Pont-Neuf. Il avait eu un instant l'idée de passer le bac. Mais en arrivant au bord de l'eau, il avait machinalement introduit sa main dans sa poche et s'était aperçu qu'il n'avait pas de quoi payer le passeur. Comme il arrivait à la hauteur de la rue Guénégaud, il vit déboucher de la rue Dauphine un groupe composé de 2 personnes et dont l'allure le frappa. Les 2 personnes qui composaient le groupe étaient l'un un homme, l'autre une femme. La femme avait la tournure de madame Bonacieux et l'homme ressemblait à s'y méprendre à Aramis. En outre, la femme avait cette mante noire que d'Artagnan voyait encore se dessiner sur le volet de la rue de Vaugirard et sur la porte de la rue de la Harpe. De plus, l'homme portait l'uniforme des mousquetaires. Le capuchon de la femme était rabattu, l'homme tenait son mouchoir sur son visage. Tous deux, cette double précaution l'indiquait, tous deux avaient donc intérêt à n'être point reconnus. Ils prirent le pont. C'était le chemin de D'Artagnan, puisque D'Artagnan se rendait au Louvre. D'Artagnan les suivit. D'Artagnan n'avait pas fait 20 pas qu'il fut convaincu que cette femme, c'était madame Bonacieux, et que cet homme, c'était Aramis. Il sentit à l'instant même tous les soupçons de la jalousie qui s'agitaient dans son cœur. Il était doublement trahi, et par son amie, et par celle qu'il aimait déjà comme une maîtresse. Madame Bonacieux lui avait juré ses grands dieux qu'elle ne connaissait pas Aramis, et un quart d'heure après qu'elle lui avait fait ce serment, il la retrouvait au bras d'Aramis. D'Artagnan ne réfléchit pas seulement qu'il connaissait la jolie mercière depuis 3 heures seulement, qu'elle ne lui devait rien qu'un peu de reconnaissance pour l'avoir délivrée des hommes noirs qui voulaient l'enlever, et qu'elle ne lui avait rien promis. Il se regarda comme un amant outragé, trahi, bafoué. Le sang et la colère lui montèrent au visage. Il résolut de tout éclaircir. La jeune femme et le jeune homme s'étaient aperçus qu'ils étaient suivis, et ils avaient doublé le pas. D'Artagnan prit sa course, les dépassa, puis revint sur eux, au moment où il se trouvait devant la Samaritaine, éclairé par un réverbère qui projetait sa lueur sur toute cette partie du pont. D'Artagnan s'arrêta devant eux, et ils s'arrêtèrent devant lui. « Que voulez-vous, monsieur » demanda le mousquetaire en reculant d'un pas et avec un accent étranger qui prouvait à D'Artagnan qu'il s'était trompé dans une partie de ses conjectures. « Ce n'est pas Aramis » s'écria-t-il. « Non, monsieur, ce n'est point Aramis. Et à votre exclamation, je vois que vous m'avez pris pour un autre, et je vous pardonne. »« Vous me pardonnez » s'écria D'Artagnan. « Oui, » répondit l'inconnu. « Laissez-moi donc passer, puisque ce n'est pas à moi que vous avez affaire. »« Vous avez raison, monsieur, » dit D'Artagnan. « Ce n'est pas à vous que j'ai affaire, c'est à madame. »« À madame ? Vous ne la connaissez pas, » dit l'étranger. « Vous vous trompez, monsieur, je la connais. »« Ah » fit madame Bonacieux d'un ton de reproche. « Ah, monsieur, j'avais votre parole de militaire et votre foi de gentilhomme. J'espérais pouvoir compter dessus. »« Et moi, madame ?» dit D'Artagnan embarrassé. « Vous m'aviez promis. »« Prenez mon bras, madame, » dit l'étranger, « et continuons notre chemin. » Cependant, D'Artagnan, étourdi, atterré, anéanti par tout ce qui lui arrivait, restait debout et les bras croisés devant le mousquetaire et madame Bonacieux. Le mousquetaire fit 2 pas en avant et écarta D'Artagnan avec la main. D'Artagnan fit un bond en arrière et tira son épée. En même temps, et avec la rapidité de l'éclair, l'inconnu tira la sienne. « Au nom du ciel, milord !» s'écria madame Bonacieux en se jetant entre les combattants et prenant les épées à pleines mains. « Milord !» s'écria D'Artagnan, illuminé d'une idée subite. « Milord ! Pardon, monsieur, mais est-ce que vous seriez… »
Milord, duc de Buckingham, dit madame Bonacieux à demi-voix. Et maintenant, vous pouvez nous perdre tous. Milord, madame, pardon, 100 fois pardon. Mais je l'aimais, milord, et j'étais jaloux. Vous savez ce que c'est que d'aimer, milord. Pardonnez-moi, et dites-moi comment je puis me faire tuer pour votre grâce. Vous êtes un brave jeune homme, dit Buckingham, en tendant à d'Artagnan une main que celui-ci serra respectueusement. Vous m'offrez vos services, je les accepte. Suivez-nous à 20 pas jusqu'au Louvre, et si quelqu'un nous épie, tuez-le. D'Artagnan mit son épée nue sous son bras, laissa prendre à madame Bonacieux et au duc 20 pas d'avance, et les suivit, prêt à exécuter à la lettre les instructions du noble et élégant ministre de Charles Ier. Mais heureusement, le jeune séide n'eut aucune occasion de donner au duc cette preuve de son dévouement, et la jeune femme et le beau mousquetaire rentrèrent au Louvre par le guichet de l'échelle, sans avoir été inquiétés. Quant à d'Artagnan, il se rendit aussitôt au cabaret de la Pomme de Pin, où il trouva Porthos et Aramis qui l'attendaient. Mais, sans leur donner d'autre explication sur le dérangement qu'il leur avait causé, il leur dit qu'il avait terminé seul l'affaire pour laquelle il avait cru un instant avoir besoin de leur intervention. Et maintenant, emportés que nous sommes par notre récit, laissons nos 3 amis rentrer chacun chez soi, et suivons, dans les détours du Louvre, le duc de Buckingham et son guide. Chapitre 12. Georges Villiers, duc de Buckingham. Madame Bonacieux et le duc entrèrent au Louvre sans difficulté. Madame Bonacieux était connue pour appartenir à la reine. Le duc portait l'uniforme des mousquetaires de M. de Tréville, qui, comme nous l'avons dit, était de garde ce soir-là. D'ailleurs, Germain était dans les intérêts de la reine, et si quelque chose arrivait, Madame Bonacieux serait accusée d'avoir introduit son amant au Louvre. Voilà tout. Elle prenait sur elle le crime. Sa réputation était perdue, il est vrai, mais de quelle valeur était dans le monde la réputation d'une petite mercière ? Une fois entrés dans l'intérieur de la cour, le duc et la jeune femme suivirent le pied de la muraille pendant l'espace d'environ 25 pas. Cet espace parcouru, madame Bonacieux poussa une petite porte de service, ouverte le jour, mais ordinairement fermée la nuit. La porte céda. Tous deux entrèrent et se trouvèrent dans l'obscurité, mais madame Bonacieux connaissait tous les tours et détours de cette partie du Louvre, destinée aux gens de la suite. Elle referma les portes derrière elle, prit le duc par la main, fit quelques pas en tâtonnant, saisit une rampe, toucha du pied un degré et commença de monter un escalier. Le duc compta 2 étages. Alors elle prit à droite, suivit un long corridor, redescendit un étage, fit quelques pas encore, introduisit une clé dans une serrure, ouvrit une porte et poussa le duc dans un appartement éclairé seulement par une lampe de nuit, en disant « Restez ici, milord duc, on va venir. » Puis elle sortit par la même porte qu'elle ferma à la clé, de sorte que le duc se trouva littéralement prisonnier. Cependant, tout isolé qu'il se trouvait, il faut le dire, le duc de Buckingham n'éprouva pas un instant de crainte. Un des côtés saillants de son caractère était la recherche de l'aventure et l'amour du romanesque. Brave, hardi, entreprenant, ce n'était pas la première fois qu'il risquait sa vie dans de pareilles tentatives. Il avait appris que ce prétendu message d'Anne d'Autriche, sur la foi duquel il était venu à Paris, était un piège, et au lieu de regagner l'Angleterre, il avait, abusant de la position qu'on lui avait faite, déclaré à la reine qu'il ne partirait pas sans l'avoir vue. La reine avait positivement refusé d'abord, puis enfin elle avait craint que le duc, exaspéré, ne fît quelque folie. Déjà elle était décidée à le recevoir et à le supplier de partir aussitôt, lorsque, le soir même de cette décision, madame Bonacieux, qui était chargée d'aller chercher le duc et de le conduire au Louvre, fut enlevée. Pendant 2 jours, on ignora complètement ce qu'elle était devenue, et tout resta en suspens. Mais une fois libre, une fois remise en rapport avec la porte, les choses avaient repris leur cours, et elle venait d'accomplir la périlleuse entreprise que, sans son arrestation, elle eût exécutée 3 jours plus tôt. Buckingham, resté seul, s'approcha d'une glace.
Cet habit de mousquetaire lui allait à merveille. À 35 ans qu'il avait alors, il passait à juste titre pour le plus beau gentilhomme et pour le plus élégant cavalier de France et d'Angleterre. Favori de 2 rois, riche à millions, tout-puissant dans un royaume qu'il bouleversait à sa fantaisie et calmait à son caprice, Georges Villiers, duc de Buckingham, avait entrepris une de ces existences fabuleuses qui restent dans le cours des siècles comme un étonnement pour la postérité. Aussi, sûr de lui-même, convaincu de sa puissance, certain que les lois qui régissent les autres hommes ne pouvaient l'atteindre, allait-il droit au but qu'il s'était fixé. Ce but fut-il si élevé et si éblouissant que c'eût été folie pour un autre que de l'envisager seulement. C'est ainsi qu'il était arrivé à s'approcher plusieurs fois de la belle et fière Anne d'Autriche et à s'en faire aimer à force d'éblouissement. Georges Villiers se plaça donc devant une glace, comme nous l'avons dit, rendit à sa belle chevelure blonde les ondulations que le poids de son chapeau lui avait fait perdre, retroussa sa moustache, et le cœur tout gonflé de joie, heureux et fier de toucher au moment qu'il avait si longtemps désiré, se sourit à lui-même d'orgueil et d'espoir. En ce moment, une porte cachée dans la tapisserie s'ouvrit et une femme apparut. Buckingham vit cette apparition dans la glace. Il jeta un cri. C'était la reine. Anne d'Autriche avait alors 26 ou 27 ans, c'est-à-dire qu'elle se trouvait dans tout l'éclat de sa beauté. Sa démarche était celle d'une reine ou d'une déesse. Ses yeux, qui jetaient des reflets d'émeraude, étaient parfaitement beaux et tout à la fois pleins de douceur et de majesté. Sa bouche était petite et vermeille, et quoique sa lèvre inférieure, comme celle des princes de la maison d'Autriche, avançât légèrement sur l'autre, elle était éminemment gracieuse dans le sourire, mais aussi profondément dédaigneuse dans le mépris. Sa peau était citée pour sa douceur et son velouté, sa main et ses bras étaient d'une beauté surprenante, et tous les poètes du temps les chantaient comme incomparables. Enfin, ses cheveux, qui, de blonds qu'ils étaient dans sa jeunesse, étaient devenus châtains, et qu'elle portait frisés très clairs et avec beaucoup de poudre, encadraient admirablement son visage, auquel le censeur le plus rigide n'eût pu souhaiter qu'un peu moins de rouge, et le statuaire le plus exigeant qu'un peu plus de finesse dans le nez. Buckingham resta un instant ébloui. Jamais Anne d'Autriche ne lui était apparue aussi belle, au milieu des bals, des fêtes, des carrousels, qu'elle lui apparut en ce moment. Vêtue d'une simple robe de satin blanc et accompagnée de Doña Estefania, la seule de ces femmes espagnoles qui n'eût pas été chassée par la jalousie du roi et par les persécutions de Richelieu. Anne d'Autriche fit 2 pas en avant. Buckingham se précipita à ses genoux, et avant que la reine eût pu l'en empêcher, il baisa le bas de sa robe. « Duc, vous savez déjà que ce n'est pas moi qui vous ai fait écrire. »« Oh oui, madame, oui, votre majesté, » s'écria le duc. « Je sais que j'ai été un fou, un insensé de croire que la neige s'animerait, que le marbre s'échaufferait, mais que voulez-vous ? Quand on aime, on croit facilement à l'amour. D'ailleurs, je n'ai pas tout perdu à ce voyage, puisque je vous vois. »« Oui, répondit Anne, mais vous savez pourquoi et comment je vous vois, milord. Je vous vois par pitié pour vous-même. Je vous vois parce qu'insensible à toutes mes peines, vous vous êtes obstiné à rester dans une ville où, en restant, vous courez risque de la vie et me faites courir risque de mon honneur. Je vous vois pour vous dire que tout nous sépare, les profondeurs de la mer, l'inimitié des royaumes, la sainteté des serments. Il est sacrilège de lutter contre tant de choses, milord. Je vous vois enfin pour vous dire qu'il ne faut plus nous voir. « Parlez, madame, parlez, reine, dit Buckingham. La douceur de votre voix couvre la dureté de vos paroles. Vous parlez de sacrilège, mais le sacrilège est dans la séparation des cœurs que Dieu avait formés l'un pour l'autre. »« Milord, s'écria la reine, vous oubliez que je ne vous ai jamais dit que je vous aimais. »« Mais vous ne m'avez jamais dit non plus que vous ne m'aimiez point. Et, vraiment, me dire de semblables paroles, ce serait de la part de votre majesté une trop grande ingratitude. Car, dites-moi, où trouvez-vous un amour pareil au mien, un amour que ni le temps, ni l'absence, ni le désespoir ne peuvent éteindre,
un amour qui se contente d'un ruban égaré, d'un regard perdu, d'une parole échappée. Il y a 3 ans, madame, que je vous ai vue pour la première fois, et depuis 3 ans, je vous aime ainsi. Voulez-vous que je vous dise comment vous étiez vêtue la première fois que je vous vis? Voulez-vous que je détaille chacun des ornements de votre toilette? Tenez, je vous vois encore. Vous étiez assise sur des carreaux à la mode d'Espagne. Vous aviez une robe de satin vert avec des broderies d'or et d'argent, des manches pendantes et renouées sur vos beaux bras, sur ces bras admirables, avec de gros diamants. Vous aviez une fraise fermée, un petit bonnet sur votre tête, de la couleur de votre robe, et sur ce bonnet, une plume de héron. Oh, tenez, tenez, je ferme les yeux, et je vous vois tel que vous étiez alors. Je les rouvre, et je vous vois tel que vous êtes maintenant, c'est-à-dire 100 fois plus belle encore. Quelle folie, murmura Anne d'Autriche, qui n'avait pas le courage d'en vouloir au duc d'avoir si bien conservé son portrait dans son cœur. Quelle folie de nourrir une passion inutile avec de pareils souvenirs. Et avec quoi voulez-vous donc que je vive? Je n'ai que des souvenirs, moi. C'est mon bonheur, mon trésor, mon espérance. Chaque fois que je vous vois, c'est un diamant de plus que je renferme dans l'écrin de mon cœur. Celui-ci est le 4e que vous laissez tomber et que je ramasse. Car en 3 ans, madame, je ne vous ai vu que 4 fois. Cette première que je viens de vous dire, la seconde chez madame de Chevreuse, la 3e dans les jardins d'Amiens. Duc, dit la reine en rougissant, ne parlez pas de cette soirée. Oh, parlons-en, au contraire, madame, parlons-en. C'est la soirée heureuse et rayonnante de ma vie. Vous rappelez-vous la belle nuit qu'il faisait? Comme l'air était doux et parfumé, comme le ciel était bleu et tout émaillé d'étoiles. Ah, cette fois, madame, j'avais pu être un instant seule avec vous. Cette fois, vous étiez prête à tout me dire. L'isolement de votre vie, les chagrins de votre cœur. Vous étiez appuyée à mon bras, tenez, à celui-ci. Je sentais, en inclinant ma tête, à votre côté, vos beaux cheveux effleurer mon visage, et chaque fois qu'ils l'effleuraient, je frissonnais de la tête aux pieds. Oh, reine, reine! Oh, vous ne savez pas tout ce qu'il y a de félicité du ciel, de joie du paradis enfermé dans un moment pareil. Tenez, mes biens, ma fortune, ma gloire, tout ce qu'il me reste de jours à vivre, pour un pareil instant et pour une semblable nuit. Car cette nuit-là, madame, cette nuit-là, vous m'aimiez, je vous le jure. Milord, il est possible, oui, que l'influence du lieu, que le charme de cette belle soirée, que la fascination de votre regard, que ces 1000 circonstances, enfin, qui se réunissent parfois pour perdre une femme, se soient groupées autour de moi dans cette fatale soirée. Mais vous l'avez vu, milord, la reine est venue au secours de la femme qui faiblissait. Au premier mot que vous avez osé dire, à la première hardiesse à laquelle j'ai eu à répondre, j'ai appelé. Oh oui, oui, cela est vrai. Et un autre amour que le mien aurait succombé à cette épreuve. Mais mon amour à moi en est sorti plus ardent et plus éternel. Vous avez cru me fuir en revenant à Paris, vous avez cru que je n'oserais quitter le trésor sur lequel mon maître m'avait chargé de veiller. Ah, que m'importent à moi tous les trésors du monde et tous les rois de la terre. 8 jours après, j'étais de retour, madame. Cette fois, vous n'avez rien eu à me dire. J'avais risqué ma faveur, ma vie, pour vous voir une seconde. Je n'ai pas même touché votre main, et vous m'avez pardonné en me voyant si soumis et si repentant. Oui, mais la calomnie s'est emparée de toutes ces folies dans lesquelles je n'étais pour rien, vous le savez bien, milord. Le roi, excité par monsieur le cardinal, a fait un éclat terrible. Madame de Vernet a été chassée, Putange exilée, madame de Chevreuse est tombée en défaveur. Et lorsque vous avez voulu revenir comme ambassadeur en France, le roi lui-même, souvenez-vous-en, milord, le roi lui-même s'y est opposé. Oui, et la France va payer d'une guerre le refus de son roi. Je ne puis plus vous voir, madame. Eh bien, je veux chaque jour que vous entendiez parler de moi. Quel but pensez-vous qu'ait eu cette expédition de Ré et cette ligue avec les protestants de La Rochelle que je projette? Le plaisir de vous voir. Je n'ai pas l'espoir de pénétrer à main armée jusqu'à Paris, je le sais bien. Mais cette guerre pourra amener une paix. Cette paix nécessitera un négociateur,
Ce négociateur, ce sera moi. On n'osera plus me refuser alors, et je reviendrai à Paris, et je vous reverrai, et je serai heureux un instant. Des milliers d'hommes, il est vrai, auront payé mon bonheur de leur vie. Mais que m'importera, à moi, pourvu que je vous revoie? Tout cela est peut-être bien fou, peut-être bien insensé, mais, dites-moi, quelle femme a un amant plus amoureux? Quelle reine a eu un serviteur plus ardent? Milord, milord, vous invoquez pour votre défense des choses qui vous accusent encore. Milord, toutes ces preuves d'amour que vous voulez me donner sont presque des crimes. Parce que vous ne m'aimez pas, madame. Si vous m'aimiez, vous verriez tout cela autrement. Si vous m'aimiez, oh, mais si vous m'aimiez, ce serait trop de bonheur, et je deviendrais fou. Ah, madame de Chevreuse dont vous parliez tout à l'heure, madame de Chevreuse a été moins cruelle que vous. Hollande l'a aimée, et elle a répondu à son amour. Madame de Chevreuse n'était pas reine, murmura Anne d'Autriche, vaincue, malgré elle, par l'expression d'un amour si profond. Vous m'aimeriez donc si vous ne l'étiez pas, vous, madame. Dites, vous m'aimeriez donc? Je puis donc croire que c'est la dignité seule de votre rang qui vous fait cruelle pour moi? Je puis donc croire que si vous eussiez été madame de Chevreuse, le pauvre Buckingham aurait pu espérer? Merci de ces douces paroles, ô ma belle majesté. 100 fois merci. Ah, milord, vous avez mal entendu, mal interprété. Je n'ai pas voulu dire. Silence, silence, dit le duc. Si je suis heureux d'une erreur, n'ayez pas la cruauté de me l'enlever. Vous l'avez dit vous-même, on m'a attiré dans un piège. J'y laisserai ma vie peut-être, car, tenez, c'est étrange, depuis quelque temps j'ai des pressentiments que je vais mourir. Et le duc sourit d'un sourire triste et charmant à la fois. Oh, mon Dieu, s'écria Anne d'Autriche avec un accent d'effroi qui prouvait quel intérêt plus grand qu'elle ne le voulait dire elle prenait au duc. Je ne vous dis point cela pour vous effrayer, madame, non, c'est même ridicule ce que je vous dis, et croyez que je ne me préoccupe point de pareils rêves. Mais ce mot que vous venez de dire, cette espérance que vous m'avez presque donnée, aura tout payé, fût-ce même ma vie. Eh bien, dit Anne d'Autriche, moi aussi, duc. Moi, j'ai des pressentiments. Moi aussi, j'ai des rêves. J'ai songé que je vous voyais couché sanglant, frappé d'une blessure. Au côté gauche, n'est-ce pas, avec un couteau, interrompit Buckingham. Oui, c'est cela, milord, c'est cela, au côté gauche, avec un couteau. Qui a pu vous dire que j'avais fait ce rêve? Je ne l'ai confié qu'à Dieu, et encore dans mes prières. Je n'en veux pas davantage. Et vous m'aimez, madame, c'est bien. Je vous aime, moi? Oui, vous. Dieu vous enverrait-il les mêmes rêves qu'à moi, si vous ne m'aimiez pas? Aurions-nous les mêmes pressentiments si nos deux existences ne se touchaient pas par le cœur? Vous m'aimez, ô reine, et vous me pleurerez? Oh, mon Dieu, s'écria Anne d'Autriche, c'est plus que je n'en puis supporter. Tenez, duc, au nom du ciel, partez, retirez-vous. Je ne sais si je vous aime ou si je ne vous aime pas, mais ce que je sais, c'est que je ne serai point parjure. Prenez donc pitié de moi, et partez. Oh, si vous êtes frappé en France, si vous mourrez en France, si je pouvais supposer que votre amour pour moi fût cause de votre mort, je ne me consolerais jamais, j'en deviendrais folle. Partez donc, partez, je vous en supplie. Oh, que vous êtes belle ainsi. Oh, que je vous aime, dit Buckingham. Partez, partez, je vous en supplie, et revenez plus tard. Revenez comme ambassadeur, revenez comme ministre, revenez entouré de gardes qui vous défendront, de serviteurs qui veilleront sur vous, et alors je ne craindrai plus pour vos jours, et j'aurai du bonheur à vous revoir. Oh, est-ce bien vrai ce que vous me dites? Oui. Eh bien, un gage de votre indulgence, un objet qui vienne de vous et qui me rappelle que je n'ai point fait un rêve, quelque chose que vous ayez porté et que je puisse porter à mon tour, une bague, un collier, une chaîne. Et partirez-vous? Partirez-vous si je vous donne ce que vous me demandez? Oui. À l'instant même? Oui. Vous quitterez la France? Vous retournerez en Angleterre? Oui, je vous le jure. Attendez, alors, attendez.
et Anne d'Autriche rentra dans son appartement et en sortit presque aussitôt, tenant à la main un petit coffret en bois de rose à son chiffre, tout incrusté d'or. « Tenez, milord duc, tenez, dit-elle, gardez cela en mémoire de moi. » Buckingham prit le coffret et tomba une seconde fois à genoux. « Vous m'avez promis de partir, dit la reine. « Et je tiens ma parole. Votre main, madame, et je pars. » Anne d'Autriche tendit sa main en fermant les yeux et en s'appuyant de l'autre sur Estéphania, car elle sentait que les forces allaient lui manquer. Buckingham appuya avec passion ses lèvres sur cette belle main, puis, se relevant, « Avant 6 mois, dit-il, si je ne suis pas mort, je vous aurai revue, madame. Dussé-je bouleverser le monde pour cela ?» Et, fidèle à la promesse qu'il avait faite, il s'élança hors de l'appartement. Dans le corridor, il rencontra madame Bonacieux qui l'attendait et qui, avec les mêmes précautions et le même bonheur, le reconduisit hors du Louvre. Chapitre 13. Monsieur Bonacieux. Il y avait dans tout cela, comme on a pu le remarquer, un personnage dont, malgré sa position précaire, on n'avait paru s'inquiéter que fort médiocrement. Ce personnage était Monsieur Bonacieux, respectable martyr des intrigues politiques et amoureuses qui s'enchevêtraient si bien les unes aux autres dans cette époque à la fois si chevaleresque et si galante. Heureusement, le lecteur se le rappelle ou ne se le rappelle pas, heureusement que nous avons promis de ne pas le perdre de vue. Les estafiers qui l'avaient arrêté le conduisirent droit à la Bastille, où on le fit passer, tout tremblant, devant un peloton de soldats qui chargeaient leurs mousquets. De là, introduit dans une galerie demi-souterraine, il fut, de la part de ceux qui l'avaient amené, l'objet des plus grossières injures et des plus farouches traitements. Les sbires voyaient qu'ils n'avaient pas affaire à un gentilhomme, et ils le traitaient en véritable croquant. Au bout d'une demi-heure à peu près, un greffier vint mettre fin à ses tortures, mais non pas à ses inquiétudes, en donnant l'ordre de conduire M. Bonacieux dans la chambre des interrogatoires. Ordinairement, on interrogeait les prisonniers chez eux, mais avec M. Bonacieux, on n'y faisait pas tant de façon. 2 gardes s'emparèrent du mercier, lui firent traverser une cour, le firent entrer dans un corridor où il y avait 3 sentinelles, ouvrirent une porte et le poussèrent dans une chambre basse, où il n'y avait pour tout meuble qu'une table, une chaise et un commissaire. Le commissaire était assis sur la chaise et occupé à écrire sur la table. Les 2 gardes conduisirent le prisonnier devant la table et, sur un signe du commissaire, s'éloignèrent hors de la portée de la voix. Le commissaire, qui jusque-là avait tenu sa tête baissée sur ses papiers, la releva pour voir à qui il avait affaire. Ce commissaire était un homme à la mine rébarbative, au nez pointu, aux pommettes jaunes et saillantes, aux yeux petits mais investigateurs et vifs, à la physionomie tenant à la fois de la fouine et du renard. Sa tête, supportée par un cou long et mobile, sortait de sa large robe noire en se balançant avec un mouvement à peu près pareil à celui de la tortue tirant sa tête hors de sa carapace. Il commença par demander à M. Bonacieux ses noms et prénoms, son âge, son état et son domicile. L'accusé répondit qu'il s'appelait Jacques-Michel Bonacieux, qu'il était âgé de 51 ans, mercier retiré, et qu'il demeurait rue des Fossoyeurs, numéro 11. Le commissaire alors, au lieu de continuer à l'interroger, lui fit un grand discours sur le danger qu'il y a, pour un bourgeois obscur, à se mêler des choses publiques. Il compliqua cet exorde d'une exposition dans laquelle il raconta la puissance et les actes de M. le cardinal, ce ministre incomparable, ce vainqueur des ministres passés, cet exemple des ministres à venir. Actes et puissance que nul ne contrecarrait impunément. Après cette 2e partie de son discours, fixant son regard d'épervier sur le pauvre Bonacieux, il l'invita à réfléchir à la gravité de sa situation. Les réflexions du mercier étaient toutes faites. Il donnait au diable l'instant où M. de la Porte avait eu l'idée de le marier avec sa filleule, et l'instant surtout où cette filleule avait été reçue dame de la lingerie chez la reine. Le fond du caractère de maître Bonacieux était un profond égoïsme, mêlé à une avarice sordide, le tout assaisonné
d'une poltronnerie extrême. L'amour que lui avait inspiré sa jeune femme, étant un sentiment tout secondaire, ne pouvait lutter avec les sentiments primitifs que nous venons d'énumérer. Bonacieux réfléchit, en effet, sur ce qu'on venait de lui dire. « Mais, monsieur le commissaire, dit-il timidement, croyez-vous que je connais et que j'apprécie plus que personne le mérite de l'incomparable éminence par laquelle nous avons l'honneur d'être gouvernés ?» « Vraiment ?» demanda le commissaire d'un air de doute. « Mais s'il en était véritablement ainsi, comment seriez-vous à la Bastille ?»« Comment j'y suis ? Ou plutôt pourquoi j'y suis ?» répliqua M. Bonacieux. « Voilà ce qu'il m'est parfaitement impossible de vous dire, vu que je l'ignore moi-même. Mais, à coup sûr, ce n'est pas pour avoir désobligé sciemment, du moins, monsieur le cardinal. Il faut cependant que vous ayez commis un crime, puisque vous êtes ici accusé de haute trahison. » « De haute trahison !» s'écria Bonacieux, épouvanté. « De haute trahison ! Et comment voulez-vous qu'un pauvre mercier qui déteste les Huguenots et qui abhorre les Espagnols soit accusé de haute trahison ? Réfléchissez, monsieur, la chose est matériellement impossible. »« Monsieur Bonacieux, dit le commissaire en regardant l'accusé comme si ses petits yeux avaient la faculté de lire jusqu'au plus profond des cœurs. Monsieur Bonacieux, vous avez une femme ? » « Oui, monsieur, répondit le mercier tout tremblant, sentant que c'était là où les affaires allaient s'embrouiller. « C'est-à-dire, j'en avais une. »« Comment ? Vous en aviez une ? » ?»« Qu'en avez-vous fait, si vous ne l'avez plus ? » ?»« On me l'a enlevée, monsieur. »« On vous l'a enlevée, dit le commissaire. »« Ah !» Bonacieux sentit à ce « ah » que l'affaire s'embrouillait de plus en plus. « On vous l'a enlevée, reprit le commissaire. Et savez-vous quel est l'homme qui a commis ce rapt ? Je crois le connaître. Quel est-il ? Songez que je n'affirme rien, monsieur le commissaire, et que je soupçonne seulement. Qui soupçonnez-vous ? Voyons, répondez franchement. Monsieur Bonacieux était dans la plus grande perplexité. Devait-il tout nier ou tout dire ? En niant tout, on pouvait croire qu'il en savait trop long pour avouer. En disant tout, il faisait preuve de bonne volonté. Il se décida donc à tout dire. « Je soupçonne, dit-il, un grand brun, de haute mine, lequel a tout à fait l'air d'un grand seigneur. Il nous a suivis plusieurs fois, à ce qu'il m'a semblé, quand j'attendais ma femme devant le guichet du Louvre pour la ramener chez moi. » Le commissaire parut éprouver quelque inquiétude. « Et son nom ? dit-il. « Oh, quant à son nom, je n'en sais rien. Mais si je le rencontre jamais, je le reconnaîtrai à l'instant même. Je vous en réponds, fût-il entre 1000 personnes. » Le front du commissaire se rembrunit. « Vous le reconnaîtriez entre 1000, dites-vous » continua-t-il. « C'est-à-dire, » reprit Bonacieux qui vit qu'il avait fait fausse route. « C'est-à-dire… » « Vous avez répondu que vous le reconnaîtriez, dit le commissaire. « C'est bien, en voici assez pour aujourd'hui. Il faut, avant que nous allions plus loin, que quelqu'un soit prévenu que vous connaissez le ravisseur de votre femme. »« Mais je ne vous ai pas dit que je le connaissais !» s'écria Bonacieux au désespoir. « Je vous ai dit, au contraire… »« Emmenez le prisonnier, dit le commissaire aux 2 gardes. »« Et où faut-il le conduire ? demanda le greffier. »« Dans un cachot. »« Dans lequel ? » ?»« Oh, mon Dieu, dans le premier venu, pourvu qu'il ferme bien, » répondit le commissaire avec une indifférence qui pénétra d'horreur le pauvre Bonacieux. « Hélas, hélas, se dit-il, le malheur est sur ma tête. Ma femme aura commis quelque crime effroyable. On me croit son complice et l'on me punira avec elle. Elle en aura parlé, elle aura avoué qu'elle m'avait tout dit, et une femme, c'est si faible. Un cachot, le premier venu, c'est cela. Une nuit est bientôt passée, et demain, à la roue, à la potence. Oh, mon Dieu, ayez pitié de moi. » Sans écouter le moins du monde les lamentations de maître Bonacieux, lamentations auxquelles d'ailleurs il devait être habitué, les 2 gardes prirent le prisonnier par un bras et l'emmenèrent tandis que le commissaire écrivait en hâte une lettre que son greffier attendait. Bonacieux ne ferma pas l'œil,
non pas que son cachot fût par trop désagréable, mais parce que ses inquiétudes étaient trop grandes. Il resta toute la nuit sur son escabeau tressaillant au moindre bruit. Et quand les premiers rayons du jour se glissèrent dans sa chambre, l'aurore lui parut avoir pris des teintes funèbres. Tout à coup, il entendit tirer les verrous, et il fit un soubresaut terrible. Il croyait qu'on venait le chercher pour le conduire à l'échafaud. Aussi, lorsqu'il vit purement et simplement paraître, au lieu de l'exécuteur qui l'attendait, son commissaire et son greffier de la veille, il fut tout près de leur sauter au cou. « Votre affaire s'est fort compliquée depuis hier au soir, mon brave homme, lui dit le commissaire, et je vous conseille de dire toute la vérité, car votre repentir peut seul conjurer la colère du cardinal. »« Mais je suis prêt à tout dire, » s'écria Bonacieux, « du moins tout ce que je sais. Interrogez, je vous prie. »« Où est votre femme, d'abord ?»« Mais puisque je vous ai dit qu'on me l'avait enlevée. »« Oui, mais depuis hier 5 heures de l'après-midi, grâce à vous, elle s'est échappée. »« Ma femme s'est échappée ?» s'écria Bonacieux. « Oh, la malheureuse ! Monsieur, si elle s'est échappée, ce n'est pas ma faute, je vous le jure. » « Qu'alliez-vous donc alors faire chez monsieur d'Artagnan, votre voisin, avec lequel vous avez eu une longue conférence dans la journée ?»« Ah oui, monsieur le commissaire, oui, cela est vrai, et j'avoue que j'ai eu tort. J'ai été chez monsieur d'Artagnan. »« Quel était le but de cette visite ?»« De le prier de m'aider à retrouver ma femme. Je croyais que j'avais droit de la réclamer. Je me trompais, à ce qu'il paraît. Et je vous en demande bien pardon. » « Et qu'a répondu monsieur d'Artagnan ? » ?»« Monsieur d'Artagnan m'a promis son aide, mais je me suis bientôt aperçu qu'il me trahissait. »« Vous en imposez à la justice. Monsieur d'Artagnan a fait un pacte avec vous, et en vertu de ce pacte, il a mis en fuite les hommes de police qui avaient arrêté votre femme, et l'a soustraite à toutes les recherches. Monsieur d'Artagnan a enlevé ma femme ? Ah ça, mais que me dites-vous là ? Heureusement, monsieur d'Artagnan est entre nos mains, et vous allez lui être confronté. »« Ah, ma foi, je ne demande pas mieux, » s'écria Bonacieux. « Je ne serais pas fâché de voir une figure de connaissance. »« Faites entrer monsieur d'Artagnan, » dit le commissaire aux 2 gardes. Les 2 gardes firent entrer Athos. « Monsieur d'Artagnan, » dit le commissaire en s'adressant à Athos, « déclarez ce qui s'est passé entre vous et monsieur. »« Mais, » s'écria Bonacieux, « ce n'est pas monsieur d'Artagnan que vous me montrez là. »« Comment ? Ce n'est pas monsieur d'Artagnan ?» s'écria le commissaire. « Pas le moins du monde, » répondit Bonacieux. « Comment se nomme monsieur ? » demanda le commissaire. « Je ne puis vous le dire, je ne le connais pas. »« Comment ? Vous ne le connaissez pas ? » ?»« Non. »« Vous ne l'avez jamais vu ? » ?»« Si fait, mais je ne sais pas comment il s'appelle. »« Votre nom ? » demanda le commissaire. « Athos, » répondit le mousquetaire. « Mais ce n'est pas un nom d'homme, ça, c'est un nom de montagne, » s'écria le pauvre interrogateur qui commençait à perdre la tête. « C'est mon nom, » dit tranquillement Athos. « Mais vous avez dit que vous vous nommiez d'Artagnan. »« Moi ? » ?»« Oui, vous. C'est-à-dire que c'est à moi qu'on a dit « Vous êtes monsieur d'Artagnan ?» J'ai répondu « Vous croyez ?» Mes gardes se sont écriés qu'ils en étaient sûrs. Je n'ai pas voulu les contrarier. D'ailleurs, je pouvais me tromper. « Monsieur, vous insultez à la majesté de la justice. »« Aucunement, » dit tranquillement Athos. « Vous êtes monsieur d'Artagnan. »« Vous voyez bien que vous me le dites encore. »« Mais, » s'écria à son tour monsieur Bonacieux, « je vous dis, monsieur le commissaire, qu'il n'y a pas un instant de doute à avoir. Monsieur d'Artagnan est mon hôte, et par conséquent, quoiqu'il ne me paie pas mes loyers, et justement même à cause de cela, je dois le connaître. Monsieur d'Artagnan est un jeune homme de 19 à 20 ans à peine, et monsieur en a 30 au moins. Monsieur d'Artagnan est dans les gardes de monsieur des Essarts, et monsieur est dans la compagnie des mousquetaires de monsieur de Tréville. Regardez l'uniforme, monsieur le commissaire. Regardez l'uniforme. C'est vrai, murmura le commissaire. C'est pardieu vrai.
En ce moment, la porte s'ouvrit vivement et un messager, introduit par un des guichetiers de la Bastille, remit une lettre au commissaire. « Oh, la malheureuse !» s'écria le commissaire. « Comment ? Que dites-vous ? De qui parlez-vous ? Ce n'est pas de ma femme, j'espère. Au contraire, c'est d'elle. Votre affaire est bonne, allez. »« Ah, ça !» s'écria le mercier, exaspéré. « Faites-moi le plaisir de me dire, monsieur, comment mon affaire à moi peut s'empirer de ce que fait ma femme pendant que je suis en prison. »« Parce que ce qu'elle fait est la suite d'un plan arrêté entre vous. Plan infernal. Je vous jure, monsieur le commissaire, que vous êtes dans la plus profonde erreur. Que je ne sais rien au monde de ce que devait faire ma femme, que je suis entièrement étranger à ce qu'elle a fait, et que, si elle a fait des sottises, je la renie, je la dément, je la maudis. »« Ah, ça !» dit Athos au commissaire. « Si vous n'avez plus besoin de moi ici, renvoyez-moi quelque part. Il est très ennuyeux, votre monsieur Bonacieux. »« Reconduisez les prisonniers dans leur cachot, » dit le commissaire en désignant d'un même geste Athos et Bonacieux, « et qu'ils soient gardés plus sévèrement que jamais. »« Cependant, » dit Athos avec son calme habituel, « si c'est à monsieur d'Artagnan que vous avez affaire, je ne vois pas trop en quoi je puis le remplacer. »« Faites ce que j'ai dit !» s'écria le commissaire. « Et le secret le plus absolu. Vous entendez ?» Athos suivit ses gardes en levant les épaules, et M. Bonacieux en poussant des lamentations à fendre le cœur d'un tigre. On ramena le mercier dans le même cachot où il avait passé la nuit, et l'on l'y laissa toute la journée. Toute la journée, Bonacieux pleura comme un véritable mercier. N'étant pas du tout homme d'épée, il nous l'a dit lui-même. Le soir, vers les 9 heures, au moment où il allait se décider à se mettre au lit, il entendit des pas dans son corridor. Ces pas se rapprochèrent de son cachot, sa porte s'ouvrit, des gardes parurent. « Suivez-moi » dit un exempt qui venait à la suite des gardes. « Vous suivre » s'écria Bonacieux. « Vous suivre à cette heure-ci ? Et où cela, mon Dieu ? Où nous avons l'ordre de vous conduire. Mais ce n'est pas une réponse, cela. C'est cependant la seule que nous puissions vous faire. »« Ah, mon Dieu, murmura le pauvre mercier. « Pour cette fois, je suis perdu. » Et il suivit machinalement et sans résistance les gardes qui venaient le quérir. Il prit le même corridor qu'il avait déjà pris, traversa une première cour, puis un second corps de logis. Enfin, à la porte de la cour d'entrée, il trouva une voiture entourée de 4 gardes à cheval. On le fit monter dans cette voiture. L'exempt se plaça près de lui. On ferma la portière à clé, et tous deux se trouvèrent dans une prison roulante. La voiture se mit en mouvement, lente comme un char funèbre. À travers la grille cadenassée, le prisonnier apercevait les maisons et le pavé. Voilà tout. Mais, en véritable Parisien qu'il était, Bonacieux reconnaissait chaque rue aux bornes, aux enseignes, aux réverbères. Au moment d'arriver à Saint-Paul, lieu où l'on exécutait les condamnés de la Bastille, il faillit s'évanouir et se signa 2 fois. Il avait cru que la voiture devait s'arrêter là. La voiture passa, cependant. Plus loin, une grande terreur le prit encore. Ce fut en côtoyant le cimetière Saint-Jean où on enterrait les criminels d'État. Une seule chose le rassura un peu, c'est qu'avant de les enterrer, on leur coupait généralement la tête, et que sa tête à lui était encore sur ses épaules. Mais lorsqu'il vit que la voiture prenait la route de la Grève, qu'il aperçut les toits aigus de l'hôtel de ville, que la voiture s'engagea sous l'arcade, il crut que tout était fini pour lui, voulut se confesser à l'exempt, et, sur son refus, poussa des cris si pitoyables que l'exempt annonça que, s'il continuait à l'assourdir ainsi, il lui mettrait un bâillon. Cette menace rassura quelque peu Bonacieux. Si l'on eût dû l'exécuter en grève, ce n'était pas la peine de le bâillonner, puisqu'on était presque arrivé au lieu de l'exécution. En effet, la voiture traversa la place fatale sans s'arrêter. Il ne restait plus à craindre que la croix du Trahoir. La voiture en prit justement le chemin. Cette fois, il n'y avait plus de doute. C'était à la croix du Trahoir
qu'on exécutait les criminels subalternes. Bonacieux s'était flatté en se croyant digne de Saint-Paul ou de la place de Grève. C'était à la croix du Trahoir qu'allait finir son voyage et sa destinée. Il ne pouvait voir encore cette malheureuse croix, mais il la sentait en quelque sorte venir au-devant de lui. Lorsqu'il n'en fut plus qu'à une vingtaine de pas, il entendit une rumeur, et la voiture s'arrêta. C'était plus que n'en pouvait supporter le pauvre Bonacieux, déjà écrasé par les émotions successives qu'il avait éprouvées. Il poussa un faible gémissement, qu'on eût pu prendre pour le dernier soupir d'un moribond, et il s'évanouit. Chapitre 14. L'homme de Meung. Ce rassemblement était produit non point par l'attente d'un homme qu'on devait pendre, mais par la contemplation d'un pendu. La voiture, arrêtée un instant, reprit donc sa marche, traversa la foule, continua son chemin, enfila la rue Saint-Honoré, tourna la rue des Bons-Enfants et s'arrêta devant une porte basse. La porte s'ouvrit, 2 gardes reçurent dans leurs bras Bonacieux, soutenu par l'exempt. On le poussa dans une allée, on lui fit monter un escalier, et on le déposa dans une antichambre. Tous ces mouvements s'étaient opérés pour lui d'une façon machinale. Il avait marché comme on marche en rêve, il avait entrevu les objets à travers un brouillard. Ses oreilles avaient perçu des sons sans les comprendre. On eût pu l'exécuter dans ce moment qu'il n'eût pas fait un geste pour entreprendre sa défense, qu'il n'eût pas poussé un cri pour implorer la pitié. Il resta donc ainsi sur la banquette, le dos appuyé au mur et les bras pendants, à l'endroit même où les gardes l'avaient déposé. Cependant, comme en regardant autour de lui, il ne voyait aucun objet menaçant, comme rien n'indiquait qu'il courût un danger réel, comme la banquette était convenablement rembourrée, comme la muraille était recouverte d'un beau cuir de Cordoue, comme de grands rideaux de damas rouge flottaient devant la fenêtre, retenus par des embrasses d'or, il comprit peu à peu que sa frayeur était exagérée, et il commença de remuer la tête à droite et à gauche, et de bas en haut. À ce mouvement, auquel personne ne s'opposa, il reprit un peu de courage et se risqua à ramener une jambe, puis l'autre. Enfin, en s'aidant de ses 2 mains, il se souleva sur sa banquette et se trouva sur ses pieds. En ce moment, un officier de bonne mine ouvrit une portière, continua d'échanger encore quelques paroles avec une personne qui se trouvait dans la pièce voisine, et se retournant vers le prisonnier. « C'est vous qui vous nommez Bonacieux ?» dit-il. « Oui, monsieur l'officier, » balbutia le mercier, plus mort que vif. « Pour vous servir. »« Entrez, » dit l'officier. Et il s'effaça pour que le mercier pût passer. Celui-ci obéit sans réplique et entra dans la chambre où il paraissait être attendu. C'était un grand cabinet aux murailles garnies d'armes offensives et défensives, clos et étouffé, et dans lequel il y avait déjà du feu, quoique l'on fût à peine à la fin du mois de septembre. Une table carrée, couverte de livres et de papiers, sur lesquels était déroulé un plan immense de la ville de La Rochelle, tenait le milieu de l'appartement. Debout devant la cheminée était un homme de moyenne taille, à la mine haute et fière, aux yeux perçants, au front large, à la figure amaigrie qu'allongeait encore une royale surmontée d'une paire de moustaches. Quoique cet homme eût 36 à 37 ans à peine, cheveux, moustaches et royale s'en allaient grisonnant. Cet homme, moins l'épée, avait toute la mine d'un homme de guerre, et ses bottes de buffle, encore légèrement couvertes de poussière, indiquaient qu'il avait monté à cheval dans la journée. Cet homme, c'était Armand Jean Duplessis, cardinal de Richelieu, non point tel qu'on nous le représente, cassé comme un vieillard, souffrant comme un martyr, le corps brisé, la voix éteinte, enterré dans un grand fauteuil comme dans une tombe anticipée, ne vivant plus que par la force de son génie et ne soutenant plus la lutte avec l'Europe que par l'éternelle application de sa pensée, mais tel qu'il était réellement à cette époque, c'est-à-dire adroit et galant cavalier, faible de corps déjà, mais soutenu par cette puissance morale qui a fait de lui un des hommes les plus extraordinaires qui aient existé.
Se préparant enfin, après avoir soutenu le duc de Nevers dans son duché de Mantoue, après avoir pris Nîmes, Castres et Uzès, à chasser les Anglais de l'île de Ré et à faire le siège de La Rochelle. À la première vue, rien ne dénotait donc le cardinal, et il était impossible à ceux-là qui ne connaissaient point son visage de deviner devant qui il se trouvait. Le pauvre Mercier demeura debout à la porte, tandis que les yeux du personnage que nous venons de décrire se fixaient sur lui, et semblaient vouloir pénétrer jusqu'au fond du passé. « C'est là ce Bonacieux » demanda-t-il après un moment de silence. « Oui, monseigneur, » reprit l'officier. « C'est bien. Donnez-moi ces papiers et laissez-nous. » L'officier prit sur la table les papiers désignés, les remit à celui qui les demandait, s'inclina jusqu'à terre et sortit. Bonacieux reconnut dans ces papiers ses interrogatoires de la Bastille. De temps en temps, l'homme de la cheminée levait les yeux de dessus les écritures et les plongeait comme 2 poignards jusqu'au fond du cœur du pauvre Mercier. Au bout de 10 minutes de lecture et 10 secondes d'examen, le cardinal était fixé. « Cette tête-là n'a jamais conspiré, murmura-t-il. Mais n'importe, voyons toujours. »« Vous êtes accusé de haute trahison, » dit lentement le cardinal. « C'est ce qu'on m'a déjà appris, monseigneur, » s'écria Bonacieux, donnant à son interrogateur le titre qu'il avait entendu l'officier lui donner. « Mais je vous jure que je n'en savais rien. » Le cardinal réprima un sourire. « Vous avez conspiré avec votre femme, avec madame de Chevreuse et avec milord, duc de Buckingham. »« En effet, monseigneur, » répondit le mercier, « je l'ai entendu prononcer tous ces noms-là. »« Et à quelle occasion ?» ?»« Elle disait que le cardinal de Richelieu avait attiré le duc de Buckingham à Paris pour le perdre, et pour perdre la reine avec lui. »« Elle disait cela ?» s'écria le cardinal avec violence. « Oui, monseigneur, mais moi, je lui ai dit qu'elle avait tort de tenir de pareils propos, et que son éminence était incapable. »« Taisez-vous, vous êtes un imbécile, » reprit le cardinal. « C'est justement ce que ma femme m'a répondu, monseigneur. »« Savez-vous qui a enlevé votre femme ?»« Non, monseigneur. »« Vous avez des soupçons, cependant. » »« Oui, monseigneur, mais ces soupçons ont paru contrarier monsieur le commissaire, et je ne les ai plus. »« Votre femme s'est échappée. Le saviez-vous ? » ?»« Non, monseigneur, je l'ai appris depuis que je suis en prison, et toujours par l'entremise de monsieur le commissaire, un homme bien aimable. » Le cardinal réprima un second sourire. « Alors, vous ignorez ce que votre femme est devenue depuis sa fuite ? » ?»« Absolument, monseigneur, mais elle a dû rentrer au Louvre. » »« À 1 heure du matin, elle n'y était pas rentrée encore. »« Ah, mon Dieu ! Mais qu'est-elle devenue alors ? » ?»« On le saura, soyez tranquille. On ne cache rien au cardinal. Le cardinal sait tout. »« En ce cas, monseigneur, est-ce que vous croyez que le cardinal consentira à me dire ce qu'est devenue ma femme ? » ?»« Peut-être. Mais il faut d'abord que vous avouiez tout ce que vous savez relativement aux relations de votre femme avec madame de Chevreuse. »« Mais, monseigneur, je n'en sais rien. Je ne l'ai jamais vue. » »« Quand vous alliez chercher votre femme au Louvre, revenait-elle directement chez vous ? » ?»« Presque jamais. Elle avait affaire à des marchands de toile chez lesquels je la conduisais. » »« Et combien y en avait-il de marchands de toile ? » ?»« 2, monseigneur. » »« Où demeurent-ils ? » ?»« Un rue de Vaugirard, l'autre rue de la Harpe. » »« Entriez-vous chez eux avec elle ? » ?»« Jamais, monseigneur. Je l'attendais à la porte. » »« Et quel prétexte vous donnait-elle pour entrer ainsi toute seule ? » ?»« Elle ne m'en donnait pas. Elle me disait d'attendre, et j'attendais. »« Vous êtes un mari complaisant, mon cher monsieur Bonacieux, » dit le cardinal. « Il m'appelle son cher monsieur, » dit en lui-même le mercier. « Peste, les affaires vont bien. »« Reconnaîtriez-vous ces portes ?
Oui. Savez-vous les numéros? Oui. Quels sont-ils? Numéro 25, dans la rue de Vaugirard. Numéro 75, dans la rue de la Harpe. C'est bien, dit le cardinal. À ces mots, il prit une sonnette d'argent et sonna. L'officier rentra. Allez, dit-il à demi-voix, me chercher Rochefort, et qu'il vienne à l'instant même. S'il est rentré. Le comte est là, dit l'officier. Il demande instamment à parler à votre éminence. À votre éminence, murmura Bonacieux, qui savait que tel était le titre qu'on donnait d'ordinaire à monsieur le cardinal. À votre éminence. Qu'il vienne alors, qu'il vienne, dit vivement Richelieu. L'officier s'élança hors de l'appartement, avec cette rapidité que mettaient d'ordinaire tous les serviteurs du cardinal à lui obéir. À votre éminence, murmurait Bonacieux en roulant des yeux égarés. 5 secondes ne s'étaient pas écoulées depuis la disparition de l'officier que la porte s'ouvrit et qu'un nouveau personnage entra. « C'est lui !» s'écria Bonacieux. « Qui, lui ?» demanda le cardinal. « Celui qui m'a enlevé ma femme ?» Le cardinal sonna une seconde fois. L'officier reparut. « Remettez cet homme aux mains de ses 2 gardes, et qu'il attende que je le rappelle devant moi. »« Non, monseigneur, non, ce n'est pas lui !» s'écria Bonacieux. « Non, je m'étais trompé. C'est un autre qui ne lui ressemble pas du tout. Monsieur est un honnête homme. »« Emmenez cet imbécile !» dit le cardinal. L'officier prit Bonacieux sous le bras et le reconduisit dans l'antichambre où il trouva ses 2 gardes. Le nouveau personnage qu'on venait d'introduire suivit des yeux avec impatience Bonacieux jusqu'à ce qu'il fût sorti. Et dès que la porte se fut refermée sur lui, « Ils se sont vus, dit-il en s'approchant vivement du cardinal. « Qui ?» demanda son éminence. « Elle et lui. »« La reine et le duc ?» s'écria Richelieu. « Oui. Et où cela ? Au Louvre. Vous en êtes sûr ? Parfaitement sûr. Qui vous l'a dit ? Madame de Lannoy, qui est toute à votre éminence, comme vous le savez. Pourquoi ne l'a-t-elle pas dit plus tôt ? Soit hasard, soit défiance. La reine a fait coucher madame de Fargis dans sa chambre et l'a gardée toute la journée. C'est bien, nous sommes battus. Tâchons de prendre notre revanche. Je vous y aiderai de toute mon âme, monseigneur. Soyez tranquille. Comment cela s'est-il passé ? À 00h30, la reine était avec ses femmes. Où cela ? Dans sa chambre à coucher. Bien. Lorsqu'on est venu lui remettre un mouchoir de la part de sa dame de lingerie. Après ? Aussitôt la reine a manifesté une grande émotion, et, malgré le rouge dont elle avait le visage couvert, elle a pâli. Après. Cependant, elle s'est levée, et d'une voix altérée, « Mesdames, a-t-elle dit, attendez-moi 10 minutes, puis je reviens. » Et elle a ouvert la porte de son alcôve, puis elle est sortie. Pourquoi madame de Lannoy n'est-elle pas venue nous prévenir à l'instant même ? Rien n'était bien certain encore. D'ailleurs, la reine avait dit « Mesdames, attendez-moi » et elle n'osait désobéir à la reine. Et combien de temps la reine est-elle restée hors de la chambre ? 3 quarts d'heure. Aucune de ses femmes ne l'accompagnait ? Donia Estefania seulement. Et elle est rentrée ensuite ? Oui, mais pour prendre un petit coffret de bois de rose à son chiffre, et sortir aussitôt. Et quand elle est rentrée plus tard, a-t-elle rapporté le coffret ? Non. Madame de Lannoy savait-elle ce qu'il y avait dans ce coffret ? Oui, les ferrets en diamant que sa majesté a donnés à la reine. Et elle est rentrée sans ce coffret ? Oui. L'opinion de madame de Lannoy est qu'elle les a remis alors à Buckingham ? Elle en est sûre. Comment cela ? Pendant la journée, madame de Lannoy, en sa qualité de dame d'atour de la reine, a cherché ce coffret, a paru inquiète de ne pas le trouver et a fini par en demander des nouvelles à la reine. Et alors ? La reine ? La reine est devenue fort rouge et a répondu qu'ayant brisé la veille un de ses ferrets, elle l'avait envoyé raccommoder chez son orfèvre. Il faut y passer et s'assurer si la chose est vraie ou non. J'y suis passé. Eh bien, l'orfèvre ? L'orfèvre n'a entendu parler de rien. Bien. Rochefort
tout n'est pas perdu. Et peut-être, tout est-il pour le mieux. Le fait est que je ne doute pas que le génie de votre éminence ne répare les bêtises de mon agent, n'est-ce pas? C'est justement ce que j'allais dire si votre éminence m'avait laissé achever ma phrase. Maintenant, savez-vous où se cachaient la duchesse de Chevreuse et le duc de Buckingham? Non, monseigneur, mes gens n'ont pu rien me dire de positif là-dessus. Je le sais, moi. Vous, monseigneur? Oui, ou du moins je m'en doute. Ils se tenaient l'un rue de Vaugirard numéro 25 et l'autre rue de la Harpe numéro 75. Votre éminence veut-elle que je les fasse arrêter tous deux? Il sera trop tard. Ils seront partis. N'importe, on peut s'en assurer. Prenez 10 hommes de mes gardes et fouillez les 2 maisons. J'y vais, monseigneur. Et Rochefort s'élança hors de l'appartement. Le cardinal, resté seul, réfléchit un instant et sonna une 3e fois. Le même officier reparut. « Faites entrer le prisonnier, » dit le cardinal. Maître Bonacieux fut introduit de nouveau, et, sur un signe du cardinal, l'officier se retira. « Vous m'avez trompé, » dit sévèrement le cardinal. « Moi » s'écria Bonacieux, « moi, tromper votre éminence !»« Votre femme, en allant rue de Vaugirard et rue de la Harpe, n'allait pas chez des marchands de toile. »« Et où allait-elle, juste Dieu ?»« Elle allait chez la duchesse de Chevreuse et chez le duc de Buckingham. »« Oui, » dit Bonacieux, rappelant tous ses souvenirs. « Oui, c'est cela, votre éminence a raison. J'ai dit plusieurs fois à ma femme qu'il était étonnant que des marchands de toile demeurassent dans des maisons pareilles, dans des maisons qui n'avaient pas d'enseigne, et chaque fois ma femme s'est mise à rire. « Ah, monseigneur, » continua Bonacieux en se jetant aux pieds de l'éminence. « Ah, que vous êtes bien le cardinal, le grand cardinal, l'homme de génie que tout le monde révère. » Le cardinal, tout médiocre qu'était le triomphe remporté sur un être aussi vulgaire que l'était Bonacieux, n'en jouit pas moins un instant, puis, presque aussitôt, comme si une nouvelle pensée se présentait à son esprit, un sourire plissa ses lèvres, et tendant la main au mercier, « Relevez-vous, mon ami, » lui dit-il, « vous êtes un brave homme. » Le cardinal m'a touché la main. « J'ai touché la main du grand homme » s'écria Bonacieux. « Le grand homme m'a appelé son ami. »« Oui, mon ami, oui, » dit le cardinal, avec ce ton paterne qu'il savait prendre quelquefois, mais qui ne trompait que les gens qui ne le connaissaient pas. « Et comme on vous a soupçonné injustement, eh bien, il vous faut une indemnité. Tenez, prenez ce sac de 100 pistoles, et pardonnez-moi. »« Que je vous pardonne, monseigneur » dit Bonacieux, hésitant à prendre le sac, craignant sans doute que ce prétendu don ne fût qu'une plaisanterie. « Mais vous étiez bien libre de me faire arrêter, vous êtes bien libre de me faire torturer, vous êtes bien libre de me faire pendre. Vous êtes le maître, et je n'aurais pas eu le plus petit mot à dire. Vous pardonnez, monseigneur, allons donc, vous n'y pensez pas. » « Ah, mon cher monsieur Bonacieux, vous y mettez de la générosité, je le vois, et je vous en remercie. Ainsi donc, vous prenez ce sac, et vous vous en allez sans être trop mécontent. Je m'en vais enchanté, monseigneur. Adieu donc, ou plutôt à revoir, car j'espère que nous nous reverrons. Tant que monseigneur voudra, et je suis bien aux ordres de son éminence. Ce sera souvent. Soyez tranquille, car j'ai trouvé un charme extrême à votre conversation. Oh, monseigneur. Au revoir, monsieur Bonacieux. Au revoir. Et le cardinal lui fit un signe de la main, auquel Bonacieux répondit en s'inclinant jusqu'à terre. Puis il sortit à reculons, et quand il fut dans l'antichambre, le cardinal l'entendit qui, dans son enthousiasme, criait à tue-tête « Vive, monseigneur! Vive son éminence! Vive le grand cardinal !» Le cardinal écouta en souriant cette brillante manifestation des sentiments enthousiastes de maître Bonacieux. Puis, quand les cris de Bonacieux se furent perdus dans l'éloignement, « Bien, dit-il, voici désormais un homme qui se fera tuer pour moi. »
et le cardinal se mit à examiner avec la plus grande attention la carte de La Rochelle qui, ainsi que nous l'avons dit, était étendue sur son bureau, traçant avec un crayon la ligne où devait passer la fameuse digue qui, 18 mois plus tard, fermait le port de la cité assiégée. Comme il en était au plus profond de ses méditations stratégiques, la porte se rouvrit et Rochefort rentra. « Eh bien ?» dit vivement le cardinal en se levant avec une promptitude qui prouvait le degré d'importance qu'il attachait à la commission dont il avait chargé le comte. « Eh bien, dit celui-ci, une jeune femme de 26 à 28 ans et un homme de 35 à 40 ans ont logé effectivement, l'un 4 jours et l'autre 5, dans les maisons indiquées par votre éminence. Mais la femme est partie cette nuit et l'homme ce matin. » « C'était eux, s'écria le cardinal, qui regardait à la pendule. Et maintenant, continua-t-il, il est trop tard pour faire courir après. La duchesse est à Tours et le duc à Boulogne. C'est à Londres qu'il faut les rejoindre. Quels sont les ordres de votre éminence ? Pas un mot de ce qui s'est passé. Que la reine reste dans une sécurité parfaite. Qu'elle ignore que nous savons son secret. Qu'elle croit que nous sommes à la recherche d'une conspiration quelconque. Envoyez-moi le garde des sceaux, Séguier. Et cet homme ? Qu'en a fait votre éminence ? Quel homme ? demanda le cardinal. Ce Bonacieux. J'en ai fait tout ce qu'on pouvait en faire. J'en ai fait l'espion de sa femme. Le comte de Rochefort s'inclina en homme qui reconnaît la grande supériorité du maître et se retira. Resté seul, le cardinal s'assit de nouveau, écrivit une lettre qu'il cacheta de son sceau particulier, puis il sonna. L'officier entra pour la 4e fois. « Faites-moi venir Vitrey, dit-il, et dites-lui de s'apprêter pour un voyage. » Un instant après, l'homme qui l'avait demandé était debout devant lui, tout botté et tout éperonné. « Vitrey, dit-il, vous allez partir tout courant pour Londres. Vous ne vous arrêterez pas un instant en route. Vous remettrez cette lettre à Milady. Voici un bon de 200 pistoles. Passez chez mon trésorier et faites-vous payer. Il y en a autant à toucher si vous êtes ici de retour dans 6 jours et si vous avez bien fait ma commission. » Le messager, sans répondre un seul mot, s'inclina, prit la lettre, le bon de 200 pistoles, et sortit. Voici ce que contenait la lettre. Milady. Trouvez-vous au premier bal où se trouvera le duc de Buckingham. Il aura à son pourpoint 12 ferrets de diamants. Approchez-vous de lui et coupez-en 2. Aussitôt que ces ferrets seront en votre possession, prévenez-moi.